vraiment au Kahuzi-Biega où j'ai eu vraiment le temps de pouvoir m'exprimer. Bon, Virunga aussi, parce que c'était ça mes débuts, où je vois vraiment un peu de tristesse quand je vois ce parc qui est en train de se friter comme ça. C'est pourquoi vraiment il est grand temps qu'on puisse le protéger. Et surtout que nous sommes à la veille du 100e anniversaire du parc, vous pouvez vous rendre compte. Il a été créé le 21 avril 1925. Et le 21 avril de cette année-ci, il aura 100 ans. 100 ans. Qu'est-ce qu'il nous laisse comme figure, comme état? L'état de ce parc. Nous qui l'avons hérité, ce que nous avons hérité en 1925 et ce que nous avons maintenant en 2025, c'est les jours et la nuit. On va commencer peut-être par une brève présentation de qui vous êtes exactement et de ce que vous faites comme travail. Oui, comme vous l'avez si bien dit, je me nomme d'abord Norbert Mushenzi Lusenge, né à Béni le 27 octobre 1950. J'ai fait mes études primaires à Béni et puis après à Butembo, à l'école secondaire qu'on appelle l'ETSAV Butembo. J'ai terminé mes humanités, à l'issue duquel j'ai fait une petite escapade à Lovanium, mais aussitôt j'ai été retenu comme candidat à l'école nationale, à l'école de faune du Cameroun, où j'ai terminé mes études comme spécialiste de faune. Et à l'issue à cette fin d'études, j'ai été retenu aussi comme conservateur au parc national de Virunga. Et quelques temps après, j'ai été affecté au Kahuzi-Biega dans le cadre d'assister M. Desclèver pour l'habituation des gorilles de montagne. De gorilles de plaine, voulais-je dire, parce que là, ici, chez nous, c'est les gorilles de montagne. Après Kahuzi-Biega, où j'ai travaillé presque 5 ans, j'ai été affecté à la Garamba, qui est aussi un des sites de patrimoine mondial. Après Garamba, à Ipulu, où il y a les Okapi. À l'issue après cela, j'ai été promu comme directeur provincial ici à Goma. Et j'ai évolué aussi au parc national de Virunga tout récemment, jusqu'à 2017, où j'ai été retraité actuellement. Donc je suis retraité à la conservation après 45 ans de service au niveau de l'ICSN. Oh, 45 ans, c'est vraiment beaucoup d'années. Je sens que c'est un parcours que vous avez commencé depuis que vous êtes tout jeune. Est-ce sous influence des parents ou c'était quoi cette chose qui vous a influencé à choisir la conservation ou la faune, comme vous l'avez dit? Au fait, c'est un coup de chance que j'avais eu déjà à l'école secondaire, où nous avons eu un père qui travaillait pour le compte du musée de Tervuren, s'appelait Marie-Jules Tchelis. Et à l'époque, entre la 4e secondaire, 5e jusqu'en 6e, on travaillait pendant les vacances comme récolteur des échantillons au Mont Rwenzori, qu'on appelait des psyllaphides, donc ce sont des petits araignées de montagne, qu'on a récoltés pour le compte du musée de Tervuren en Belgique. Et cela nous a poussé à aimer la conservation dès le jeune âge. Et comme vous savez, le Mont Rwenzori, c'est au pied de... C'est à Béni où j'étais né, on voyait souvent des véhicules de touristes qui venaient acheter des objets d'art là-bas. C'était des grands camionneurs. On était curieux de voir ce qu'ils faisaient. Donc ça me donnait déjà un goût, dans un premier temps à l'école primaire. Et puis secondaire, quand on allait souvent récolter les psyllaphides de Mont Rwenzori sur le compte de Tervuren. Et quelques temps après, avant que je n'aille au Cameroun, il y a le docteur Veshkuren qui m'a engagé, qui avait sollicité au niveau de l'école de lui donner quelques jeunes qui pouvaient encadrer dans le cadre de la conservation. C'est ainsi que j'avais eu la chance d'être choisi à l'école secondaire déjà. C'était déjà un grand parcours, disons le début de parcours de ma jeunesse. Et aussitôt après, jusqu'à ce que j'ai eu la retraite. Donc c'était un bon parcours, mais plein de hauts et de bas. Ça n'a pas été facile. Peut-être pendant l'émission, on pourrait aussi déballer ce qu'on a comme difficulté, comme joie aussi. Voilà.
c'est vraiment un très long parcours et vous aviez plusieurs choix en tant que jeune de continuer ou carrément de laisser ou de faire quelque chose d'autre. J'imagine que vous aviez cette possibilité. Qu'est-ce qui vous gardait toujours motivé jusqu'à vraiment continuer du jour au lendemain? Oui, comme je vous ai dit, on avait déjà ce goût de travailler dans la conservation vers les années 70, 71. Et je vous ai dit, ce goût, donc cet intérêt a été suscité surtout quand je voyais des touristes venir et passer tout près de notre maison. Ça me donnait déjà du goût pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous. C'est seulement pour le parcours le long des routes, mais je ne savais pas qu'au sein d'eux, il y avait aussi d'abord la curiosité. Et comme à cette époque, nous qui étions nés tout près du Mont Rwenzori, on voyait aussi des touristes qui montaient là-dessus, qui revenaient, que de temps en temps, ils laissaient des petits cadeaux auprès des élèves qui s'agglutinaient tout autour du véhicule. Bon, ça commençait déjà à nous donner un peu le goût. Puis, Dieu merci, j'ai été recruté par Verschuren. Et c'est là, c'était à l'époque où le parc de Virunga ici était dans presque un état presque délaissé, parce qu'à l'époque, le parc, comme vous vous souvenez, le parc ici a été créé en 1925, le parc. Aussitôt, à l'indépendance, les Belges sont partis. Et le parc était resté dans un moment de flottement, là. Et il dépendait du ministère de l'Agriculture, pratiquement de à ce moment-là, qu'en 1969, le docteur Verschuren avait été affecté à ce poste comme directeur général des 3 parcs nationaux, donc Virunga, Garamba et Upemba. Donc à l'époque, il n'y avait que 3 parcs nationaux. Quand Verschuren a été recruté, j'étais recruté aussi dans ces lots-là. Et c'est ainsi que, Dieu merci, parce que c'était sous l'initiative du président Mobutu, qu'il avait engagé pour relancer un peu les parcs nationaux. Et nous avons eu l'avantage d'être encadrés par la présidence, parce que de 69 à 75, les parcs dépendaient de la présidence. Et le président nous a donné vraiment toutes les facilités. Et vous vous souviendrez d'ailleurs qu'il venait souvent ici au parc de Virunga. Mobutu, il recevait tous ces hôtes d'honneur. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de voir le président Senghor, le président Michombero, le président de la Mauritanie, ici au Virunga. Donc c'était à l'époque vraiment la belle époque, comme on dit. Et il y avait aussi à l'époque plusieurs agences de voyage que vous connaissez sans doute, Safari, Zaire Safari, Congo Safari à l'époque, Amisa, Ami Congo, Somako. Bref, c'était à ce moment-là qu'il y a eu même les hôtels qui ont poussé ici à Goma. Le métier même d'hôtellerie a éclosé. Et je crois que c'était déjà un début très, très florissant pour le parc. Jusqu'au moment où, de la présidence, on est passé maintenant au ministère de l'Environnement en 75, oui. Mais à l'issue d'un grand discours que le président Mobutu avait fait à Rio de Janeiro, où il a fait passer donc, le parc national, les étendues de parc de 3% à 8%. C'était sur demande d'ailleurs de la communauté internationale. C'est ainsi qu'à l'époque, en 70, là, le président Mobutu avait créé le parc national de Kahuzi-Biega, Salonga, Kundelungu et Maïko. Donc on est passé ainsi de 3,5% à 4%, disons de 4% à 8%. Et ça lui a valu d'ailleurs une médaille de Prince Philippe. Donc vous voyez, on était déjà dans disons là, on peut appeler ça le bon moment. Et malheureusement, jusqu'à 90, jusqu'à l'arrivée des réfugiés rwandais à 94, voulais-je dire. En tout cas, le parc a connu beaucoup de difficultés. C'est ainsi qu'on a eu presque 1 million de réfugiés rwandais tout autour du parc, qui a décimé pratiquement toute la faune et la flore du parc. De 94 jusqu'à ces jours, donc presque 30 ans. C'est le flottement, quoi. Ouais, maintenant, il y a toutes ces guerres à répétition qui ont un impact négatif sur la conservation. Et même les touristes ne viennent plus. Et même au niveau écologique, il y a les problèmes que nous pouvons citer, l'impact de la production
disons la diminution de la population d'hippopotames sur la productivité halieutique du lac Édouard, parce qu'il y a ce qu'on appelle une corrélation entre la production de la fiente, des crottes des hippopotames, pour la production de ce que nous appelons la microflore, qu'on appelle phytoplancton, qui sont appétés par les poissons. Donc, quand il y a la diminution de la production de ces crottes d'hippopotame, qui sont en quelque sorte les fertilisants de la flore qui est appétée par les tilapias, forcément la production baisse. C'est comme ça que vous ne voyez plus le poisson ici. Il n'y a pas de touristes non plus qui arrivent. Donc c'est tout un... Bon, il y a aussi l'impact sur le climat. Je crois que vous avez suivi que tout récemment à Floride, il y a eu un incendie qui a fait plus de 180 hectares, 1000 hectares qui vont disparaître. Oui. Et tout ça, c'est l'effet de ce qu'on appelle le changement climatique. Le changement climatique. Ouais. Donc tout ça sont les effets négatifs de la mauvaise conservation de nos ressources de la flore et de la faune. Alors, quand j'essaie d'écouter votre histoire, je remarque que tout au début, il y a les systèmes éducatifs qui vous a inspiré à poursuivre votre carrière jusqu'à la retraite actuellement. Qui a, je ne sais pas si lorsque vous avez commencé à prendre les échantillons avec les prêtres, c'était à l'école secondaire ou à l'école universitaire? Non, c'était à l'école secondaire. C'était à l'école secondaire. Il s'appelait le père Marie-Jules Chélis. C'est lui qui nous a incité, donc suscité donc cet amour de la conservation. Parce qu'on allait récolter ça dans la brousse, donc au Mont-Rwenzori. Il fallait monter au-dessus dans le froid, mais aussi ça nous a donné aussi un intérêt de pouvoir aimer le parc. Le parc, oui. Ouais, parce que bon, pour nous, en tant que jeunes, c'était pour une nouvelle exploration, quoi. Après là, on allait vers Ishango, où les animaux sauvages, en pleine nature. Et c'était très beau, disons, ça nous a suscité vraiment l'intérêt de travailler dans le parc. Ouais. Alors, parmi les choses qui ont fait à ce que je puisse vraiment solliciter votre partage, c'est que nous sommes une jeunesse autour du parc. Goma est la ville autour du parc qui est censée être les gardiens de ce parc, ces trésors que nous avons. Mais même s'il faut regarder les systèmes éducatifs, c'est vraiment peu d'écoles qui accompagnent les enfants à aimer la nature ou à comprendre ou à chercher à être conservateurs. Dès peut-être l'école primaire, secondaire, voire même l'université. C'est peu des écoles qui conduisent les jeunes comme ça. Quand on voit les carrières qui sont développées ici, c'est beaucoup plus le commerce, le droit, l'économie. Mais on oublie souvent que nous sommes les gardiens de ces parcs qui est en train de connaître beaucoup de difficultés. Comment voyez-vous l'avenir de ces parcs avec la tendance que nous avons actuellement? Bon, il y a un auteur sénégalais qui s'appelait Diop, qui disait ceci: on ne peut conserver que ce qu'on connaît. Et on ne peut conserver que ce qu'on aime. Et cet adage est vraiment valable parce que si on ne connaît pas ce que c'est la faune, la flore, son importance, bien sûr pas les biais de l'éducation, en tout cas on ne peut pas conserver. Bon, comme vous le dites bien, actuellement la sensibilisation, l'éducation, ce que nous appelons mésologique, ça fait partie du bras séculier pour la conservation. On ne peut pas conserver seulement par la force. Il faut sensibiliser les gens parce que nous aussi, on a hérité ces parcs. C'est parce que nos aïeux les ont bien conservés. Et nous avons ce devoir de pouvoir les léguer aux générations futures dans l'état où nous l'avons hérité.
Or, pour le faire, il faut que les gens connaissent l'importance de la conservation. C'est pour cela que dans les volets de la législation en rapport avec la conservation, il y a les volets éducation environnementale. Comme je vous ai dit, on ne peut pas faire la conservation policière. Et cet aspect a été introduit dans la législation du parc, la loi sur la conservation. Et il y a même l'aspect de conservation communautaire, comme on dit. Et ça, c'est très important. Donc cet aspect a apparu surtout quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire la conservation d'une manière policière. C'est comme ça qu'on a inclus cette approche dans la législation d'abord. Et puis maintenant, il y a eu aussi des écoles, des facultés qui ont été créées, par exemple à l'université de Kisangani, il y a la faculté d'écologie. Ici à Goma, il y a l'Institut du tourisme, il y a l'Institut de la conservation, à Taïna, tout ça. Donc c'était une façon de susciter l'intérêt des jeunes en matière de conservation. Alors c'est un aspect qu'il faut développer, qu'il faut absolument développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour susciter l'intérêt. Parce qu'actuellement, vous l'avez si bien dit, la majorité, il y a des gens qui font seulement l'économie, là où on a directement l'intérêt. Donc on produit, disons, quand on termine les études, c'est comment dirais-je, vous terminez les études, vous voulez directement c'est pas avoir une voiture, une belle maison, tout ça. Et puis, bon, l'aspect conservation, c'est vraiment le cadet de soucis malheureusement de certains Congolais. Je vais vous donner un petit exemple seulement. Vous voyez par exemple la Nzulo ici, qui est en train de se disputer entre le... Exact. On voit plus l'extension de la ville, avoir de parcelles au côté du lac, mais ils oublient que ça faisait partie du parc Nzulo. Donc c'est question de peser. Les gens prétendent qu'il n'y a plus d'animaux là-bas. Non, il n'y a pas que seulement les animaux, il y a aussi l'aspect habitat. Donc c'est pour vous dire quoi? Tout cela doit partir d'abord de l'intérêt que l'institution ou bien l'État a par rapport à ses priorités, mais aussi l'éducation environnementale. C'est pour cela que je salue l'initiative de votre club ici, Nyiragongo, qui doit sûrement contribuer à la sauvegarde de nos écosystèmes. Merci. Vraiment, j'ai lu cette initiative. J'espère qu'il y a d'autres jeunes qui vont vous suivre dans ce cadre. On espère beaucoup. Merci. Oui. Alors là, ça me pousse à avoir une réflexion. Peut-être vous allez devoir nous éclairer. C'est que, bien sûr, comme vous avez souligné les cas de Nzulo, pourquoi, en tant qu'habitants, bien sûr, en tant que jeunes, qui sont censés prendre la relève de tout dans les jours à venir, pourquoi devons-nous avoir cette attention particulière sur l'environnement et sur le bien de conserver cet environnement-là? Je crois que vous connaissez cette expression qui dit encore c'est dans un environnement sain. Si vous n'avez pas un environnement sain, forcément, le corps ne sera pas sain non plus. Tout ce que nous sommes en train de respirer, il y a le phénomène qu'on appelle photosynthèse. Donc l'arbre est là pour purifier l'air par le système qu'on appelle la photosynthèse. Il aspire donc le CO2, il le purifie dans le système que nous appelons la photosynthèse, il vous produit de l'oxygène. Mais tout autour de nous, qu'est-ce que vous avez comme habitat maintenant? Actuellement, Goma n'a plus d'arbres. On n'a plus d'arbres. Et puis, vous pouvez vous rendre compte, nous qui avons habité Goma il y a de cela 30 ans, l'air était frais. Et même les changements, vous vous rendez compte, la température est en train de monter. Parfois, on arrive à 30, quand bien même qu'ailleurs, on peut arriver à 36 degrés la journée. Mais ici, à l'époque, on n'arrivait pas facilement, on ne pouvait pas dépasser 22, 23 degrés. Donc, il y a un impact par rapport à la conservation. Parce qu'il y a cette forêt qui est tout autour de nous. Tu pars d'ici, par exemple, jusqu'à Kibati. De Kibati, vous allez vers Nzulo. Nzulo, tout ça est parti. Donc, les flancs ouest de Nyiragongo, il y a les pâturages qui sont là. Tu travailles, tu vas jusqu'à Kingi. Tu descends à Burungu, Tongo. Toute cette partie est complètement déboisée. Et puis, on ne reboise pas non plus.
Bon, il y a très peu. Bon, bien sûr, il y a le VVF qui nous a beaucoup aidé aussi dans le cadre de de reboisement, mais ce n'est pas suffisant. Il y a même d'ailleurs ce principe, si tu coupes un arbre, tu en plantes deux. Même en ville, on peut créer un environnement. Par exemple, regarde-moi le mont Goma. Ça constitue plus de parcelles que de reboisement. Oui. Donc, vous vous rendez compte. Donc, il faut que cet intérêt puisse se susciter d'abord par nous, les jeunes et les décideurs. Les décideurs qui fassent ce qu'on appelle les rapports de force. On veut avoir une grande ville, c'est très beau. Mais nous sommes pratiquement... Il y a les lacs au sud. Il y a le Rwanda à l'est. Et à l'ouest, il y a le volcan, tu vois. Volcan, oui. Mais finalement, on va étouffer. Il faut chercher à assainir notre environnement. Je crois que vous avez si bien le dire, c'est que on conserve ce qu'on aime. Oui. Et on aime ce qu'on connaît. Oui. C'est Diop qui a dit ça. Oui. Et je crois que c'est là où il y a un problème. Par exemple, vous avez donné l'exemple de l'hippopotame. Bien sûr, on sait que l'hippopotame, son aïou, ninyama bien. Mais on ne sait pas que la crotte ou les caca des hippopotames constituent la nourriture de poissons. Un ferment, donc celui qui constitue le mboléo. Mboléo. Il y a les boudines et... disons, les poissons, ils mangent seulement les herbes. Ok. L'hippopotame n'est pas carnivore non plus. N'est pas carnivore, oui. Les gens croient que lui, il est herbivore. Donc, il sort la nuit pour chercher l'herbe et puis après, il rentre dans la rivière, dans le lac. Et ces crottes-là fermentent la microfaune. La microfaune qui est donc les vers de terre qui sont appétés par les poissons. Donc, c'est toute ce que nous appelons la chaîne trophique. Donc, quand vous cassez un maillot de la chaîne trophique, forcément, il y aura des conséquences sur les autres. Donc, si aujourd'hui on a une très mauvaise productivité du lac, c'est parce qu'il y a une diminution drastique des hippopotames. On avait, à l'époque, moi j'avais commencé, on était dans les 35 000 hippopotames. Dans la rivière Rutshuru, rivière Rwindi, dans le lac Édouard. Bon, les tout derniers recensements que j'ai appris, c'est moins de 3 000. Alors, c'est la catastrophe, quoi. Oui. Ouais. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent actuellement, c'est que à un moment donné, je crois que c'est la destruction du parc qui est en train de causer tout ça. Non seulement la destruction du parc, mais aussi des enclaves qui sont à l'intérieur, comme Vichumbi, comme toute la côte ouest. À l'époque, d'après la législation qui était en vigueur à l'époque, qui pouvait habiter Vichumbi, c'est seulement les pêcheurs qui a des mailles. Mailles, c'est-à-dire quoi? Les filets qui sont réglementaires, pas plus que de plus de 3,5 inches. Mais actuellement, on pêche même avec des moustiquaires. Ou bien avec ce qu'on appelle des chaînes, des scènes traînantes. Ils appellent là-bas une gouroura. Donc, ils prennent et les petits, et les alevins, tout. Donc, dans les temps, on pouvait avoir un tilapia qui pesait facilement 2-3 kilos. Mais aujourd'hui, vous avez moins de 500 grammes. Et on ne respecte pas non plus ce qu'on appelle les frayères. Frayères, c'est la zone de ponte de poissons. Alors, avec tout ça, aujourd'hui, Vichumbi, ce n'est plus un pêcher, c'est un grand village. Vous avez plus de, je ne sais pas moi, 10 à 15 000 personnes. Tous ces gens-là ont un impact sur le parc. Parce qu'ils doivent prélever le bois. Dans les temps, on faisait venir du bois dans Vichumbi. Mais maintenant, tout le bois est coupé à l'intérieur du parc. Donc, il y a un déboisement massif. Donc, la population, plus il y a la population au niveau de Vichumbi, parce qu'ils n'ont pas de champs maintenant, comme l'activité que nous appelons l'activité de pêche a diminué, ils se sont tournés maintenant vers les champs, à l'intérieur du parc. Voilà les conséquences. Donc, in fine, le parc, je ne sais pas moi, à l'allure où vont les choses, en tout cas, le parc risque de disparaître si on ne reprend pas conscience. Peut-être avant d'aller parler de ce que nous devons faire
exactement en tant que population autour du parc. J'aimerais revenir un peu sur votre histoire avec les parcs. Quand est-ce que vous commencez à travailler dans des parcs, spécialement le parc de Virunga, qui est je crois que le tout premier parc qu'on a eu à avoir en Afrique. Et quels sont les projets où vous avez eu à contribuer dans ces parcs-là tout au long de votre parcours? Le projet où vous vous sentez vraiment fier d'avoir contribué? Bon, écoute, quand vous êtes un agent engagé dans ces systèmes de conservation, donc c'est d'abord vous devez répondre à tout, même si ce n'est pas seulement Virunga, mais vous pouvez vous affecter ailleurs. Là où les chefs jugent utile par rapport à vos capacités. Comme je vous ai dit, j'ai commencé au Virunga tout au début. Mais après, une année après, le directeur général m'a affecté au Kaouzi Biega. Et là, c'est à ce moment-là où nous avons commencé à faire ce qu'on appelle l'habituation des gorilles. Donc le parc de Kaouzi, c'est parmi les premiers parcs de l'Afrique qui a commencé l'habituation des gorilles à la présence humaine. Et là, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 5 ans avec M. Descrever. J'étais parmi ceux-là qui ont initié le parc, l'habituation des gorilles. Et ça, pour moi, ce qui me concerne, c'est là où j'ai senti donc, développer toutes mes capacités de ce qu'on appelle de conservation. Mais aussi, il n'y a pas que le parc de Kaouzi, il y a aussi la RFO, donc la réserve de faune Okapi. Donc tous les parcs nationaux sont importants. Donc il n'y a pas là où il y a ce qu'on appelle un qui dépasse l'autre, non. Comme là, vous avez suivi par exemple la Salonga. La Salonga, c'est le plus grand bloc forestier qui vient en deuxième position après l'Amazonie et qui nous aide aussi dans l'atténuation du climat avec la tourbe donc, qui absorbe les CO2 et les transforme en oxygène. Donc il contribue beaucoup à la préservation du climat. Donc le parc national de Virunga, comme vous le dites bien, c'est parmi les premiers parcs de l'Afrique. Il a été créé en 1925. C'était à l'initiative du roi Albert qui était parti aux États-Unis pour visiter le Yellowstone National Park. C'est un parc américain qui était le premier parc d'Afrique qui a été créé au 19e siècle. Yellowstone Park. Et c'est à son retour qu'il a eu à son retour pendant la colonie. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des premières excursions au niveau du volcan ici par M. Akeley. C'est un chercheur donc, qui était venu pour constater, donc, pour faire les études sur les gorilles. Et d'ailleurs, ça tombait tout entre les Mykénos entre les Mykénos et les Caraïbes. C'est là où il était mort. Donc celui-là, c'est un explorateur anglais qui a été chargé par le roi Albert pour faire l'exploration des parcs des gorilles, pour voir de quelle manière on peut créer aussi un parc de ce côté. C'était en 1925 qu'il est arrivé. Bon, il a remis donc, ses études au roi Albert. C'est ainsi qu'on a créé le parc national d'Albert. C'est par secteur. On a commencé par le secteur sud, c'est-à-dire le secteur volcan. Il y a ce qu'on appelle les volcans en activité, des volcans endormis. Donc le côté gorille, là où il y a le Mykénos, c'est le côté volcan endormi. Les volcans en activité, c'est les Nyiragongo et les Caraïbes. D'où votre appellation, j'espère que c'est Nyiragongo, oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est tout un symbole. C'est ce qu'on appelle les valeurs universelles exceptionnelles qui ont valu à ce que le parc national de Virunga soit élevé en statut de site de patrimoine mondial. C'est à cause de ce qu'on appelle les valeurs universelles exceptionnelles. Donc là où il y a les habitats exceptionnels comme les volcans, je vous ai parlé de volcans en activité, de volcans endormis. Quand on dit endormi, on ne dit pas que... Parce que tôt ou tard, ils peuvent aussi... se réveiller. Se réveiller. Comme au Vésuve, là, en Italie, il y a des volcans qui étaient endormis pendant des années. Mais à un moment donné, ils ont explosé. Mais les Nyiragongo ici, c'est un volcan qui est... Nyiragongo et Nyamulagira, ils sont en activité. Alors, comme je vous ai dit, on a commencé par le secteur, donc la création en 1925, c'était d'abord le secteur à gorilles. Puis après, on a étendu sur
secteur Volca, et puis après c'était à 36, le secteur Ruindi 38, Mutsora, Mutwanga, Murunzori. Donc c'était créé par... tout ça c'est par rapport à leur habitat exceptionnel. Donc chaque parc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a ses spécificités et ses valeurs universelles. Au Casu-Biega, c'est le gorille des plaines. Ici, c'est le gorille des montagnes. Quand vous allez vers Okapi, la RFO, c'est l'Okapi, donc l'animal symbole de notre pays, qu'on ne trouve qu'en RDC. Et puis à la Garamba, avec la girafe, les rhinocéros et des éléphants exceptionnels. Donc c'est parmi ces 4 sites, de 5 sites de patrimoine mondial où j'ai évolué. Et ça m'a donné beaucoup d'ouverture, beaucoup de connaissances par rapport à la biodiversité du parc. Et je pense que la jeunesse va suivre aussi, que vous allez faire la promotion de ces parcs, mais spécifiquement de Virunga, qui est vraiment en difficulté pour le moment. Il faut aider vraiment nos jeunes gens à pouvoir les conserver. Et durant votre parcours, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans votre travail? Aujourd'hui, vous êtes en retraite. C'est quoi ces souvenirs que vous n'arrivez pas à oublier de votre travail? C'est l'habituation des gorilles à la présence humaine. Et au Casu-Biega, ça m'a marqué pendant des années, jusqu'à présent. En tout cas, c'est parmi la meilleure contribution de mes fonctions que j'ai pu, disons, qui me reste à cœur. Même dans les archives, quand vous arrivez au Casu-Biega, en tout cas, on continue à parler de ma modeste personne, ma modeste contribution. C'est vraiment au Casu-Biega où j'ai eu vraiment le temps de pouvoir m'exprimer. Bon, Virunga aussi, parce que c'était ça mes débuts, où je vois vraiment un peu de tristesse quand je vois ce parc qui est en train de s'effriter comme ça. C'est pourquoi vraiment il est grand temps qu'on puisse le protéger. Et surtout que nous sommes à la veille du 100e anniversaire du parc, vous pouvez vous rendre compte. Il a été créé le 21 avril 1925. Et le 21 avril de cette année-ci, il aura 100 ans. 100 ans. Qu'est-ce qu'il nous laisse comme figure, comme état? L'état de ce parc. Nous qui l'avons hérité, ce que nous avons hérité en 1925 et ce que nous avons maintenant en 2025, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas être fier de montrer d'avoir ce genre d'image du parc. Bon, bien, malheureusement, sur les circonstances, c'est surtout lié à la guerre qui ont fait que nous arrivons à ce niveau. Mais on peut vite rattraper s'il y a la paix. Avant de parler de comment on peut se rattraper, c'est quoi cette comparaison que vous faites? Vous avez parlé de l'époque de Mobutu. Je sais qu'à Rumangabo, il y a même sa maison qu'il a construite là-bas. Qu'est-ce qui a énormément changé dans la façon dont ces parcs étaient entretenus à l'époque et actuellement? Oui, je vous ai dit... d'abord, Mobutu avait construit plutôt, c'était à l'hôtel Ruindi. Oui, l'hôtel Ruindi plutôt. Ce n'est pas au Mangabo. Oui. C'est là où il y avait le lodge qu'il avait augmenté juste pour recevoir ses hôtes. Donc, il y avait moins de pression à l'époque. C'est pourquoi je dis, vous savez, le parc Virunga a presque 13% de sa superficie par rapport à la superficie du Nord Kivu. Il occupe 13% seulement. Et le reste, c'est la population. Et à l'époque, quand on l'a créé, il y avait à peine 5 habitants au kilomètre carré. Maintenant, tout autour du parc, quand vous voyez le territoire de Beni, le Bobero, le Rutshuru, on n'a pas moins de 250 habitants au kilomètre carré. Et tout ça, ça constitue une pression sur le parc. Une pression pour trouver du bois, une pression pour les planches, une pression pour les champs. Donc, le parc se trouve devant donc cette situation, ces dilemmes. À tel enseigne qu'il y a les gens qui disent pourquoi est-ce qu'on doit conserver le parc pendant qu'il y a la population? Or, le pays est vaste. Nous avons 2 345 000 hectares.
Il y a les gens qui peuvent migrer ailleurs. On n'a pas la vie qu'au Kivu. Donc la première des choses, c'est de diminuer donc, cette pression sur les parcs, trouver des solutions alternatives. Et c'est pour cela que, bon, bien sûr, nous louons l'initiative de Virunga Foundation, qui a créé des microcentrales tout autour du parc pour essayer de diminuer cette pression en poussant les gens à pouvoir utiliser ce que nous appelons le service écosystémique du parc. Donc l'eau fait partie du système écosystémique. Donc le Virunga Foundation a fait l'exploitation de cette valeur écosystémique en le transformant en barrage. Et ces barrages nous produisent de l'électricité, nous produisent de l'emploi et des micro-industries qui ont été nées tout autour. Ça fait partie d'une des solutions, mais ce n'est pas assez. Mais il y a aussi la législation qu'il faut absolument observer, appliquer. Donc notamment que les limites du parc soient respectées et que la législation, donc tous ces braconniers qui font les activités illégales à l'intérieur du parc soient réprimés. Et puis, bon, qu'il y a cette sensibilisation, donc, voilà les 3 ou 4 options, disons, propositions qu'on fait. Donc, trouver des solutions alternatives à la population environnante par rapport à leurs besoins, que ce soit en énergie ou en besoins alimentaires. Il y a aussi le problème donc, de ce qu'on appelle, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les glissements de population qui peuvent partir de zones qui sont suffisamment peuplées vers des zones qui sont moins peuplées. Et là, il faut préparer ce qu'on appelle des structures d'accueil. Donc, ils ne peuvent pas aller là-bas, là où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Donc, il faut préparer ces structures pour essayer de motiver les gens à aller vers les secteurs où il y a moins de pression. Ouais. Je vais revenir sur la question, peut-être pour, une fois de plus encore, interpeller la population, la jeunesse que nous sommes. C'est la question que tu as posée. Pourquoi conserver les parcs? Et pourtant, il y a des gens qui y habitent. Et pourtant, il y a tout ce qu'on dit être dans les parcs. Je ne sais pas, les pétroles, les minerais, tout ça. Pourquoi c'est si important pour nous de se dire, malgré qu'il y a tous ces éléments-là, malgré qu'il y a qu'on habite, on a besoin aussi d'avoir des parcelles et tout, pourquoi c'est très important de conserver et de fournir suffisamment d'efforts à conserver ces parcs? Oui, je vous ai dit ceci. Donc, le parc n'a pas que la valeur touristique. Le parc contribue aussi au règlement du climat. On peut donner tout ce qu'il y a comme superficie du parc, mais ça ne va pas résoudre le problème de la population. Je vous ai dit ici, dans les temps, Goma, il y avait à peine, je ne sais pas moi, la ville ne pouvait pas dépasser 200, 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes dans les millions. Est-ce que le problème de l'énergie est résolu? Non. Même si on donnait tous les parcs, le problème ne sera pas résolu. Donc, c'est question d'avoir ce qu'on appelle l'aménagement. Donc, au niveau de nos autorités, ils doivent faire ce qu'on appelle un programme de management. C'est-à-dire que, bon, on sait par exemple pour tel secteur, ils peuvent être utiles pour le bien-être de la population, parce qu'on a besoin de récréation. Nos enfants qui sont ici, ils vont. Parce que dans l'État, je me rappelle, il y avait des étudiants qui descendaient même à la Rundi, dans le cadre de l'éducation environnementale. Il y a des gens, ici, je crois qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vu une antilope bien élevée. Donc ça constitue aussi un besoin culturel. Donc le parc, on peut le conserver pour la culture de nos populations. Mais quand vous dites qu'il y a du pétrole, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment une urgence? Nous avons du gaz ici. Ça fait combien de temps qu'on conserve le gaz? Mais il y a les Rwandais qui sont en train d'exploiter pendant qu'ils nous croisent les bras. Bon, je ne dis pas qu'on croise les bras, peut-être qu'il y a des programmes dans ce sens. Mais on peut trouver des solutions alternatives au lieu d'aller dans le parc. Le parc constitue, bon, même dans le secteur du volcanisme, si le volcan aussi aujourd'hui il explose, c'est le cas. La ville a été, à un moment donné, je crois que c'était en 2001. Oui. Il y a eu des éruptions volcaniques qui ont failli même engloutir tout Goma. Mais il y a cette résilience de la population de Goma qui revient toujours. Néanmoins,
conserver, on conserve la nature pour le bien des générations futures. Voilà, c'est le leitmotiv. Ouais. Parce que je crois que dans les cas où chaque élément dans la nature a son rôle, à un moment donné, je ne sais pas... Vous avez dit la chaîne trophique. Ouais, chaque maillon constitue un élément. Si vous enlevez ce maillon, il y a toute la chaîne trophique qui est bousillée. J'étais dans les Hauts-Ouélé, là-bas, et on interdisait à tuer les serpents. Même si tu vois les serpents, tu ne dois pas les tuer. Je crois que c'est le cas aussi dans les parcs. Mais je me pose la question, pourquoi? Et pourtant, si ça me pique, je suis mort. Ou ça me cause de problèmes. Alors, je crois que ce sont des questions que les gens se posent. Mais pourquoi on doit on doit se rassurer qu'on protège même quelque chose qui semble être nocif? Oui. Ouais. Je vous ai dit que même le serpent dont vous parlez, il y a des serpents qui jouent leur rôle aussi. Ils jouent leur rôle dans la nature. Par exemple, quand ils diminuent la population des rats. Les rats, c'est un vecteur de la peste. Quand vous mettez, nous appelons ça, donc c'est une lutte écologique, biologique. Donc, je peux vous dire que donc, chaque maillon, chaque animal a un rôle dans la nature. Je vais vous faire juste un petit triangle ici. Il y a le sol, le sous-sol, qu'on appelle la partie abiotique. Donc là, il n'y a pratiquement pas de vie, mais il y a une vie, le sol vit. Le sol vit, il y a la termite, il y a le ver de terre, consort, mais qui constitue un élément moteur pour ce que nous appelons donc au niveau du sol, pour l'aération du sol. Or, tous ces microphones sont aussi produits par les cadavres, donc c'est-à-dire qui sont des ferments, des fertilisants du sol. Et ces cadavres, c'est dit à quoi? Par exemple, dans un parc, nous avons les lions qui mangent donc qui est carnivore, qui mange la chair, qui mange l'antilope. Et cette antilope, quand il est mangé, il y a les restes là qui sont bouffés par les charognards, donc, comme les hyènes. Et bon, les lions aussi, quand ils meurent, ils constituent aussi une charogne. Donc, si vous diminuez une de ces chaînes, de ces maillons, il y a la nature qui est déséquilibrée. Et ces chaînes, disons, ce sol aussi qui est fermenté par ces cadavres-là, ça constitue aussi de fertilisants. Il y a l'arbre qui pousse. Donc, là où il n'y a pas de ferment, il y a cette chaîne de trophées il y a des maillons qui disparaît. Et ça crée un déséquilibre. Les climats aussi en pâtissent. Bon, c'est dans le cours de biologie qu'on a appris ça. Donc, chaque maillon a une importance dans la chaîne trophique. Donc, il y a les abiotiques et les biotiques. Ceux qui vivent, ceux qui apparemment, que nous, les humains, on ne voit pas, mais qui vivent vraiment d'une manière invisible dans le sol. Donc, on conserve justement pour le bien de la génération future. Vous pouvez voir au Sahel actuellement. Ils sont en train de faire le reboisement, ce qu'on appelle une grande bande de forêt qui part de la Guinée jusqu'ici au niveau du Cameroun. Il y a la guerre, par exemple, des eaux douces. Ça, vous n'avez pas évoqué, par exemple, au Tchad. Il y a cette guerre qui viendra tôt ou tard, en dehors du pétrole. Même au Kenya, je connais vers Turkana là-bas. Turkana, oui. C'est la guerre. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le Tchad a demandé à ce que vous puissiez détourner la rivière Ubangi pour le Tchad? Donc, tout ça. Donc, il y a une lutte terrible qui est en voie d'être, comment dirais-je, avec les générations futures. Au fur et à mesure que le Sahara descend, nous aurons des problèmes. Ouais. Alors, peut-être pour synthétiser ce que Papa Norbert a dit, conservons pas pour nous, mais pour ceux qui viennent de nous. On est tous censés faire des enfants,
qui vont hériter ce que nous vivons actuellement. C'est que à un moment donné, ne voyons pas le bienfait que nous pouvons avoir actuellement, mais voyons ce qui reste. Parce que quand bien même on veut exploiter ce qu'il y a dans les parcs, on veut avoir ce qu'il y a autour des parcs, c'est que ça ne garantit pas l'avenir de la génération que nous allons laisser autour de ce que nous avons peut-être pris du parc. Vous avez bien compris, franchement, c'est bon, vous avez bien synthétisé. Merci beaucoup. On doit conserver pour les générations futures. Oui. Merci. Alors, pour peut-être finir cette conversation, pour la jeunesse qui actuellement se donne dans la conservation, ils prennent les études de la conservation, mais peut-être qui se sentent seuls dans ces combats, et ceux qui traînent les pas à se dire, bon, voilà pourquoi c'est très important pour moi de faire cette conservation. C'est quoi les conseils en amont que vous pouvez donner à nous jeunes? Oui, en tout cas, c'est une question pertinente. Je vois certains gens qui ont terminé les études ici, par exemple, c'est les uns en Kasuo, les uns au tourisme, les uns, c'est pas moi, c'est des cas, je crois, les uns à Kisangani, qui sont en chômage. Ça les décourage un peu. Mais tout ça, c'est parce que notre pays, à un moment donné, je crois qu'il ne donne pas suffisamment d'opportunités pour ce genre de choses. Mais avec le crédit carbone, c'est un crédit que tous les pays pollueurs doivent payer en guise de dédommagement aux pays qui conservent. Et je crois qu'avec ce genre de crédit, on peut créer ce qu'on appelle des organismes. Comme chez vous ici, par exemple, financer ces genres d'activités d'éducation mésollogique. Si vous formulez certains projets au niveau du ministère de l'Environnement, qui puissent entrer dans le cadre de la conservation, et l'aspect, par exemple, éducation environnementale, je crois qu'on peut inciter ce genre d'initiatives. Qu'au niveau du ministère de l'Environnement, qu'on puisse élaguer, qu'on puisse initier beaucoup de projets, par exemple des reboisements, pour occuper les jeunes. J'espère aussi qu'il y aura la paix tôt ou tard. Certains peuvent aussi être versés dans le cadre des guides touristiques, par exemple. Il y a pas mal d'opportunités, si jamais il y a la paix. Mais on ne peut pas se décourager pour autant. Merci. Et pour ceux qui pensent que la conservation, ça ne leur concerne pas, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ils n'ont qu'à les vivre par rapport dans leur chair. C'est-à-dire quoi? Quand ils constatent, par exemple, quand il y a la chaleur. Quand vous constatez qu'il y a, par exemple, pour le moment, on vous parle de maladies, ce que nous appelons des zoonoses, des maladies qui sont transmises de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Ah oui, les virus d'Ebola, tout ça. Mpox, tout ça. Ça, ce sont les conséquences de la non-mise en compte de la conservation. Donc il y a toujours quelque part des dégâts collatéraux dans le problème de la conservation. C'est une matière qui est encore... Vous savez, l'environnement, c'est une matière qui est encore neuve dans la science. Et on continue toujours à rechercher, à faire des recherches, c'est-à-dire par rapport aux bienfaits de l'environnement. Ce n'est pas comme une technologie qui est vraiment assez avancée, par exemple, dans le cadre de la chimie qu'on sort. Mais l'environnement, c'est vaste. C'est vraiment un vaste domaine où il y a beaucoup d'implications. À partir je vous ai parlé des hommes, des animaux. Alors, je crois qu'il y a à boire et à manger dans l'environnement. Ne vous découragez pas. Mais manger dans le sens constructif, pas dans la destruction. Où on apporte des solutions. Tout à fait. Oui. Alors, merci beaucoup, Papa Norbert, pour votre temps. Je crois que ça a été très constructif pour nous ici, mais aussi pour ceux qui nous écoutent. Peut-être aussi pour synthétiser ce que Papa Norbert a dit en termes de conseils, pour ceux qui font des études en termes de conservation, ne vous découragez pas, parce que le Congo a un très grand potentiel, mais aussi il y a des ressources qui sont en train d'être allouées dans des pays où
il y a encore la chance de conserver ce qu'il y a à conserver. Donc, c'est à vous de rédiger des projets que vous pensez être utiles dans la conservation de nos différents parcs que nous avons, qui constituent aussi notre richesse pour le Congo. Essayez de trouver des solutions qui cadrent dans votre domaine, parce que je suis parmi ceux qui croient que le gouvernement ne peut pas donner tous les travaux possibles. Donc, pendant que vous étudiez, pensez aussi à des projets de conservation que vous pouvez mettre en place. Mais aussi également pour nous qui pensons que la conservation ne nous concerne pas, il y a toujours des prix à payer si on ne fait pas attention à comment on gère l'environnement autour de nous. Il y a des conséquences comme des maladies. Nous avons vu aussi des érosions à Kichiché qui a ravagé tout un village. C'est tout simplement parce que les gens ne prennent plus compte de comment on interagit avec la nature. Ouais. Donc c'est très important pour nous d'avoir un œil là-dessus, de comprendre comment ça se passe, les rôles de chaque élément. Les arbres que nous avons, ce n'est pas seulement pour le fruit. Les animaux qui nous entourent, chaque chose, je crois que Dieu est tellement ingénieux que chaque élément qu'il a mis dans la nature a son rôle. Absolument. Donc, ne soyons pas égoïstes pour penser que nous sommes le seul être à avoir le droit de vivre, Tout à fait. mais que chaque élément a son rôle dans la nature. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que vous avez dit. Absolument, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est dit, les bons conseils aussi pour l'avenir, pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, c'était un plaisir pour nous de vous avoir ici, Papa Norbert. Je crois que peut-être c'est un début d'une collaboration autour de la sensibilisation, mais aussi de l'apprentissage de la jeunesse autour de la conservation, parce que c'est une nécessité. C'est vraiment une très grande nécessité que nous, jeunes, qui vivons surtout autour de parcs, que ce soit à Bukavu, dans les villages et tout ça, il y a des éléments que nous devons comprendre. C'est impératif. Ce n'est même pas question des négociations. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, n'hésitez pas aussi. Bon, il y a aussi des grands spécialistes en matière d'éducation environnementale qui sont ici en ville, avec lesquels vous pouvez partager également, comme Touver et Oundi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Oui. Il y a d'autres comme Sekubwabo qui sont ici. Il y a le professeur Kyungu. Donc je crois que vous avez toute une panoplie de spécialistes. Les spécialistes. Vous pouvez inviter aussi. D'accord. Ces genres d'émissions. Merci beaucoup. Merci et courage également. Merci. Alors c'était le NNP Podcast où nous avons tourné notre regard vers la conservation, qui est un élément que nous devons comprendre en tant que jeunes. Et dans cet épisode, nous avons eu les privilèges, la chance de recevoir Papa Norbert Mushenzi, qui est conservateur mais en retraite actuellement. Merci d'avoir suivi cet épisode et on s'est dit à la prochaine occasion avec d'autres discussions, bien sûr, autour de la conservation. Cette année, on s'est dit c'est très important d'en parler aussi. Donc, à très bientôt et surtout, continuez à faire des recherches parce que c'est très important.